Le rôle de la cellule et tout particulièrement celui du noyau cellulaire est capital dans ce que l'on pourrait appeler la fabrication d'un organisme. En pénétrant virtuellement à l'intérieur de la peau de cet homme, nous allons voir et pouvoir étudier le code génétique, c'est-à-dire cette sorte de langage dont les protéines en sont l'expression et qui va permettre à un organisme d'être soit végétal, soit animal par exemple, à un cheveu d'être soit blond, soit brun, à un iris d'être marron, vert ou bleu, etc. L'information génétique nécessaire à la fabrication des protéines est codée par l'ADN. Celui-ci est situé, comme nous allons le voir dans cette animation, au sein du noyau de la cellule. Approchons-nous donc de celle-ci. La membrane nucléaire, en violet, plus précisément les pores nucléaires, c'est-à-dire les trous de la membrane, ont été volontairement agrandis pour permettre de mieux visualiser ce qui se passe dans le noyau cellulaire, au sein même de la chromatine que l'on distingue ici en bleu clair. Au cours de la division de la cellule, chaque chromatine va se condenser. Ceci aboutit à la formation des chromosomes. Chaque chromosome présente l'apparence de la lettre X avec deux bras courts et deux bras longs qui sont reliés par le centromère. Chaque chromosome porte l'information génétique sous la forme d'ADN pelotonné. Pour comprendre précisément le rôle et le fonctionnement de l'ADN, sorte de cerveau qui envoie ses ordres, ses instructions, qui à leur tour seront interprétés par d'autres éléments de la cellule, il nous fallait individualiser un chromosome, car c'est au sein même d'un chromosome que se trouve l'ADN. Après avoir pénétré dans un chromosome, nous constatons que celui-ci est constitué d'un filament d'ADN qui est tellement replié sur lui-même qu'il apparaît, comme nous le constatons maintenant sur l'animation, sous la forme de bandes sombres qui sont en réalité des filaments portant le nom de chromatides. Ces chromatides, qui finissent par se condenser, constituent ainsi une espèce de baguette enroulée sur elle-même. Il s'agit du chromosome. Nous allons pénétrer maintenant au sein même de la chromatide que nous voyons ici. Nous constatons qu'elle est constituée d'une structure enroulée dont le diamètre n'est que de 200 nanomètres. Continuons à avancer. Et remarquons que la chromatide est elle-même constituée de fibres hélicoïdales très serrées. Son diamètre n'est plus que de 30 nanomètres. Rappelons qu'un nanomètre est égal à un millionième de millimètre. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de l'ADN. Pour cela, il nous faut poursuivre notre grossissement et notre voyage au plus profond du noyau de la cellule pour enfin le découvrir. L'individualisation de notre ADN nécessite le déroulement d'une petite fibre, la fibre hélicoïdale serrée. Ceci va nous permettre d'apercevoir de minuscules sphères bleu clair. Il s'agit des nucléosomes dont le diamètre est de 10 nanomètres. Ces nucléosomes entrent dans la composition intime de la chromatide. Le minuscule tube violet que nous suivons maintenant attentivement, qui était enroulé autour des nucléosomes avant de les libérer, est la double hélice d'ADN tant espérée et dont le diamètre n'est plus que de 2 nanomètres. Ce que nous apercevons au centre de l'image à l'intérieur du petit cercle violet est l'ADN. Mais notre voyage n'est pas terminé, loin de là. Il nous faut maintenant comprendre la structure même de l'ADN, c'est-à-dire de l'acide désoxyribonucléique, support du contrôle de l'activité cellulaire et de la transmission des caractères héréditaires. Pour cela, continuons à grossir les composants de cet acide nucléique pour mieux en comprendre le rôle exact. Après avoir pénétré au centre de celui-ci, voyons quelle est exactement l'architecture de l'ADN. Le terme ADN signifie, répétons-le, acide désoxyribonucléique. Cette molécule est allongée et comporte deux brins qui sont enroulés l'un autour de l'autre, à la manière d'une double hélice, comme nous le montre cette partie de l'animation. Chaque brin est constitué par une succession de nucléotides que nous allons voir en détail et que l'on appelle les désoxyribonucléotides. Ils sont constitués eux-mêmes par l'enchaînement d'un acide phosphorique de glucides que l'on appelle le désoxyribose et d'une base purique, autrement dit l'adénine ou la guanine, ou bien de base pyrimidique, c'est-à-dire la cytosine ou la thymine. Nous allons voir tout ceci en détail. Le nucléotide constitue l'unité de base des acides nucléiques. Un nucléotide est constitué de trois éléments distincts, un phosphore représenté par la petite boule rouge, un sucre
par le pentagone jaune et une base par l'hexagone vert. Citons les 4 bases entrant dans la constitution de l'ADN. Il en existe 4. 2 bases sont appelées bases puriques, c'est-à-dire l'adénine représentée par la lettre A et la guanine représentée par la lettre G, et 2 bases sont appelées pyrimidiques. Il s'agit sur l'animation de la lettre T qui désigne la thymine et de la lettre C qui désigne la cytosine. Nous remarquons les petites sphères rouges désignées par la lettre P qui sont les phosphores. Voyons maintenant les différents sucres qui apparaissent désignés par la lettre S. Pour résumer, la structure d'un acide nucléique est la suivante. Voici un acide nucléique constitué d'une base purique, l'adénine. Maintenant un autre acide nucléique avec une base purique, la guanine. Voici un acide nucléique constitué d'une base pyrimidique, la thymine, et enfin un autre acide nucléique constitué toujours d'une base pyrimidique, la cytosine. Pour mémoire, dans l'ARN, c'est-à-dire l'acide ribonucléique, la thymine n'existe pas, elle est remplacée par l'uracile base du même type que nous voyons ici. Les bases que nous venons de citer ont une affinité très spécifique entre elles, au sein de la double hélice d'ADN où chaque base complémentaire se fait face. Il s'agit d'une affinité qui est utilisée également lors du décodage de l'ADN par l'ARN, comme nous le verrons ensuite. Il existe une loi d'appariement, ou si l'on préfère, une loi d'affinité entre les bases. Cette loi est la suivante. L'adénosine ne présente une affinité et ne se lie uniquement qu'avec la thymine, ou éventuellement l'uracile en ce qui concerne l'acide ribonucléique. La guanine, quant à elle, ne présente qu'une possibilité de liaison avec la cytosine et uniquement avec elle. Les 2 chaînes d'ADN sont, au final, complémentaires par leur base. Celles-ci se font face selon la règle que nous venons d'énoncer. C'est l'ordre dans lequel les bases sont ordonnées le long de la chaîne d'ADN qui va fournir le code spécifique afin de fabriquer une protéine donnée. Pour résumer, l'ordre des bases est identique à un mot qui désigne un objet. L'objet est, en ce qui nous concerne, une protéine que l'organisme désire fabriquer. Nous allons voir maintenant en détail comment l'ADN s'y prend en utilisant l'ARN pour fabriquer une protéine donnée. Comme nous le constatons sur ces images, l'ADN va tout d'abord se couper en 2. Nous avons besoin d'ARN. L'ARN est identique à l'ADN à part en ce qui concerne la base uracile qui remplace la thymine. L'ARN est une molécule plus petite. Elle peut traverser la membrane du noyau de la cellule et c'est justement pour cette raison qu'elle est utilisée par l'ADN, car l'ARN peut entrer et sortir du noyau cellulaire comme elle le désire. La différence essentielle entre l'ADN et l'ARN est le fait que l'ARN n'est constitué que d'une chaîne de nucléotides. Nous voyons se construire sous nos yeux une molécule d'ARN grâce à un agencement des différents acides nucléiques décrits précédemment et qui viennent s'empiler les uns sur les autres. Pour mieux comprendre le phénomène de la scission de l'ADN en 2, nous avons remplacé les bases par des lettres alphabétiques. Chaque lettre désigne une base. Ainsi, la lettre A désigne l'adénine, la lettre G désigne la guanine, la lettre T désigne la thymine et la lettre C la cytosine. Nous assistons tout d'abord à la coupure des liaisons qui existent entre les bases de la double hélice d'ADN de telle sorte qu'une partie de l'hélice va se dérouler et que les 2 chaînes se séparent. La chaîne d'ADN qui est choisie pour la lecture est celle qui possède une séquence spécifique de nucléotides que l'on appelle nucléotides promoteurs. Cette séquence de nucléotides promoteurs a le rôle essentiel de donner le signal de départ pour que la molécule d'ARN messager se constitue. Durant cette étape que l'on appelle la transcription, l'ARN n'est pas une molécule toute prête d'avance. Elle va se constituer progressivement selon le programme génétique, l'ordre imposé à partir des nucléotides qui sont présents dans le noyau de la cellule. En comparaison avec les lettres de l'alphabet que l'on désire regrouper pour constituer un mot, les nucléotides libres de l'ARN messager qui se promènent dans le noyau viennent s'apparier aux nucléotides de la chaîne d'ADN libérée.
Les nucléotides vont se faire face par leur base selon la même règle que nous avons déjà vue, l'adénine avec la thymine ou l'uracile, la cytosine avec la guanine. Il est nécessaire de remarquer que la chaîne d'ARN messager ainsi constituée est complémentaire et non pas identique de la portion d'ADN transcrite. Enfin, signalons que l'ARN polymérase est une enzyme qui lie entre eux les nucléotides de l'ARN messager jusqu'à la fin de la transcription, à la fin de laquelle l'ARN messager est libéré, comme nous venons de le voir. L'ARN messager maintenant constitué quitte enfin le noyau pour le cytoplasme de la cellule où elle va à la rencontre d'un ribosome. Commence alors ce que l'on appelle la traduction. Le ribosome, constitué de deux sous-unités, accueille l'ARN messager entre la sous-unité 60 et la plus petite sous-unité 40S. C'est entre ces deux unités que l'ARN messager va se positionner. Un troisième acteur intervient alors, il s'agit de l'ARN de transfert ou ARNT. Celui-ci a pour rôle d'orienter les acides aminés sur la chaîne d'ARN messager. Pour mieux comprendre ce mécanisme, il est nécessaire de savoir que chaque acide aminé qui constitue une protéine correspond à un codon. Un codon étant un ensemble de 3 bases. L'intérêt majeur de l'ARN de transfert est sa capacité à se combiner d'une part avec un acide aminé et d'autre part avec le codon d'ARN messager, bien entendu en même temps. L'ARN messager correspondant à cet acide aminé. L'ARN de transfert constitue ce que l'on pourrait appeler un lien d'identification entre l'acide aminé et le codon d'ARN messager. Nous voyons se dérouler sous nos yeux la fabrication d'une protéine très simplifiée, bien entendu puisque constituée uniquement de 3 acides aminés, c'est-à-dire de 3 petites boules violettes qui apparaissent en haut et à gauche de l'écran. Nous avons vu et nous voyons qu'à chaque codon d'ARN messager faisait face à un anticodon dans l'ARN de transfert. Les ARN de transfert se sont installés sur leur site au niveau du ribosome rouge, en quelque sorte dans ces deux yeux. Le premier site étant occupé par l'ARN de transfert qui portait la chaîne protéique en formation. Le second site retenait l'ARN de transfert qui portait, quant à lui, le prochain acide aminé ajouté à la chaîne. Quand la liaison entre deux acides aminés était effectuée, le premier ARN de transfert quittait le ribosome alors que la chaîne protéique allait se fixer sur le second ARN de transfert, prenant alors la place du premier. La chaîne protéique était libérée du ribosome lorsque le codon de terminaison était atteint. Ainsi se constitue une protéine très simple qui comprend uniquement 3 petites sphères violettes.